Et quel sort pour le MINISO du Centre de promotion artisanale de Cotonou après le déguerpissement annoncé des actuels occupants du CPA entre relogement et disparition? Notre rédaction s'intéresse au sujet. Les producteurs agricoles du Monokoufo rivalisent d'ardeur et de détermination pour obtenir cette année une agriculture florissante, mais en face le manque d'intrants agricoles sur le terrain émousse leurs ardeurs. C'est du moins le constat fait par nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo. Et puis en interactualité, le cercueil d'émérite Patrice Lumumba est arrivé dimanche dans le Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, théâtre de l'exécution du héros de l'indépendance. Le point est à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison informative sur Speedline Télévision. La campagne agricole 2022-2023 suit son cours sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Mono, les producteurs rivalisent d'ardeur et de détermination pour obtenir cette année une agriculture florissante. Nonobstant leurs engagements, ils font face au manque d'intrants agricoles sur le terrain pour booster leur production. C'est du moins le constat fait par nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo qui ont effectué une descente dans quelques champs. Regardez. C'est déjà la campagne agricole au Bénin. Les mains à la hanche, ce semencier contemple son champ de manioc. Un vaste domaine de 3 hectares qu'il vient d'emblaver durant cette période qui a déjà ouvert son rideau. Nous avons démarré par le labour et le semis. Cette année, j'ai labouré 3 hectares de manioc et 5 hectares de maïs. 3 hectares. Tout comme lui, nombreux sont ces exploitants agricoles qui s'affairent en ce moment où ils ont le vent en poupe. La campagne agricole est la période durant laquelle s'accomplit un cycle végétatif normal, compris entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles. J'ai cultivé 13 hectares de maïs, 8 hectares de manioc et 4 hectares de haricots. À en croire ces paysans, depuis le lancement de la campagne agricole, le manque d'intrants chimiques sur le terrain est l'un des véritables goulots d'étranglement qui semblent noyer leurs efforts. Nous, on se plie à ça et on sait que si c'est 10 hectares que tu fais ou bien si c'est 5 que tu fais, tu peux faire 10. Si c'est 10, tu peux faire 20. Et finalement, on demande, on dit vraiment, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc ça devient une difficulté. Mais il y a quoi plus de 500 000 là? Nous sommes allés à l'ATDA avec près de 500 000 francs pour l'achat des intrants. Mais nous n'avons rien trouvé. Mais moi. Tout en donnant créance à ces propos, le chef cellule communale commun de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 7 clarifie. Je le confirme. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, il y a des réformes dans le secteur agricole. L'ATDA n'a pas comme prérogative de vendre de l'engrais aux producteurs. Ce n'est pas de nos prérogatives. Nous faisons la promotion des filières. Je ne sais pas si vous voyez, mais nous ne vendons pas l'engrais. Dans nos programmes de développement des filières, nous pouvons prévoir certaines subventions par rapport à chaque filière. Nous prévoyons des subventions où nous facilitons l'accès à certains types d'intrants. Je ne sais pas si vous voyez. Mais nous ne vendons pas de l'engrais. L'équivoque ainsi levé, dans le but de satisfaire ces agriculteurs obsédés par l'accroissement de leur production cette année, ils proposent l'option suivante. Il y a les engrais liquides qui existent aujourd'hui. Il y en a plein. J'ai même facilité l'accès à ces engrais liquides à ceux qui ont voulu. Je ne sais pas si vous voyez. Et laissez-moi vous dire, ces engrais liquides, c'est parce que ça avait parfois même plus efficace que les engrais granulés NPK et urée et autres là auxquels nous sommes habitués. En dehors de la situation relative aux intrants agricoles, d'autres préoccupations viennent rallonger la liste des difficultés auxquelles font face
ces producteurs sur le terrain. Les projets sont constitués, élaborés et puis en bonne et due forme. Mais ça ne vient pas directement vers les agriculteurs, les meneurs de l'activité même. Et puis quand on vient vers nous, là, on te parle, bon, on t'explique la chose, tu adhères et tu acceptes, mais finalement on voit que ça nous recule encore. Ils collectent des sous chez nous, mais en retour, nous n'avons rien. Ce sont des manœuvres qui nous arrièrent. Pour cette campagne agricole, le gouvernement ambitionne une agriculture d'envergure, une dynamique que ces exploitants agricoles se disent prêts à accompagner. Mais ils ne demandent que le regard bienveillant de l'État pour pouvoir sauter le verrou des mots qui tentent de freiner leur élan. Bientôt, les artisans vont libérer le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou pour la réalisation d'un géant projet gouvernemental. En attendant donc le réaménagement du centre, des boutiques sont déjà en construction en face de la bourse du travail de Cotonou. Ceci pour accueillir les clients, également les vendeurs. Mais qu'en est-il du mini-zoo de Cotonou érigé dans le centre? Entre relogement et disparition, notre rédaction s'intéresse donc au sujet et vous aurez le point avec Romaric Dossa et Pierre Akako. Plus d'une vingtaine de boutiques sont érigées le long de la ruelle de la Bourse du Travail. Elles s'étendent le long de l'espace longeant la clôture du camp Guézo. Si les artisans du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou n'attendent que la finition des travaux, des visiteurs s'interrogent sur la situation du mini-zoo du CPA. Va-t-il être aussi relogé? La grosse interrogation. Dans cet espace d'environ 0,5 hectares, la trentaine d'espèces animales présentes retient peu l'attention du public. Pour le gestionnaire du zoo, ce n'est pas des projets de restauration du parc qui ont manqué. Cependant, les engagements se sont souvent heurtés à des situations parfois incomprises du responsable du zoo. Lancé avec 2 lionceaux, 2 singes et un âne, il y a plus de 2 décennies, le mini-zoo de la ville de Cotonou peine à émouvoir. Pour un mini-zoo situé dans la ville phare du Bénin, l'atmosphère est paysanne. Entre relogement et disparition de ce mini-parc, la problématique reste pertinente. La création d'un cadre de concertation des anciens chefs d'État et présidents d'institutions annoncé par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'issue de la rencontre avec Boni Yayi, continue de susciter beaucoup de réactions dans l'opinion publique. Dans le département du Moulo, les populations sont partagées entre joie et l'impasse de voir d'être dans un bref délai un tel creuset. Selon donc elle, cette idée, émise par le président Patrice Talon, est porteuse de germes de paix et de cohésion sociale. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Vous savez,
Ce sont des gens qui ont dirigé ce pays pendant plusieurs années. C'est pour vous dire que c'est même la fondation de l'expérience de gestion de l'État dans notre pays. Donc si ceux-là se parlent, je crois que nous n'aurons plus beaucoup d'horizons sombres qui vont nous freiner dans le développement de notre pays. C'est de bon augure pour que le climat qui prévaut au niveau politique dans notre pays soit apaisé. C'est que dans le dialogue, on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. Mais si on ne peut pas se parler, ce n'est pas bien. Donc pour moi, ça va au-delà de la décrispation. La décrispation, oui, mais en réalité, on a besoin de la paix, de l'unité nationale. On a besoin de construire notre nation. On a besoin que notre pays se développe et nul ne sera de trop. C'est en cela que je trouve louable encore, je précise, ce cadre de concertation qui va être créé. Nous sommes nous dagbe do on prend meze nous do tede sou azizada holo poye dessous. S'il le faisait ainsi, ce serait bien. Le chef de l'État est un génie. De ma position de dignitaire, je ne peux que l'accompagner de prières. Que le Tout-Puissant l'inspire davantage pour qu'il aille au bout de ses idées. Je demanderai à tout le peuple de l'accompagner dans sa vision. Si ce cadre-là existe et que ça doit perdurer, je crois que beaucoup de problèmes seront résolus déjà en amont, avant que d'autres problèmes n'arrivent. Vous savez, nous avons la cherté de la vie aujourd'hui. Le gouvernement fait beaucoup même, plus que d'autres pays. Mais la touche des anciens présidents peuvent aussi apporter quelque chose. Eux autres, pendant leur mandature, ils ont été à l'épreuve du pouvoir. Ils savent ce qui s'était passé en leur temps et peuvent apporter leur contribution à ce que le nouveau pouvoir fait actuellement. Quand il y a des tiraillements, ça ne bouge pas. Vraiment, je suis très content que ce cadre puisse naître dans des délais brefs. Je voudrais que ça, dès demain, même si ça peut naître, ça serait une bonne chose. Pour la cohésion, imaginez si ces présidents s'entendent, tous ceux qui sont derrière sont obligés de se replier. Donc, il y aura la paix, il y aura l'évolution. Les gens vont travailler dans la paix, les gens vont aller dans le sens de l'évolution du pays et on ne cherche pas mieux que ça. Le 8 janvier 2023, on va avoir des élections législatives. Et donc, il faut travailler pour ramener la paix, la quiétude au niveau de la nation. Et ce travail n'est pas nihilo sans quand même prendre l'avis des anciens chefs d'État. Parce que, comme vous le savez, ceux-là, ils ont leurs partisans, ils sont dans le pays, ils sont aimés aussi. Et je pense bien que leur avis envers les partisans, je crois que cela peut contribuer à diminuer un peu les tensions peut-être qui sont en train de se préparer. Et si le chef de l'État est dans la vision de ramener la paix définitivement au pays, je pense bien que c'est une bonne initiative quand même. Les vacances, une période de repos, de loisirs également, de distraction pour enfants également et pour adultes. Elles sont souvent passées entre amis ou en famille et au-delà des moments de divertissement, c'est également un moment pour certains jeunes de faire des activités génératrices de revenus. Comment tirer donc profit des vacances et comment les passer également? Réponse avec Olive Biao.
Hors des frontières béninoises à présent, démarrons par la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes se sont donc donné rendez-vous ce dimanche 26 juin pour rendre les derniers hommages à Patrice Lumumba. La dépouille de ce dernier a été déposée au mausolée au village Chelatembo où Lumumba et ses compagnons avaient été assassinés il y a 61 ans. Une cérémonie à la fois solennelle et rituelle a donné donc le ton à cette longue journée d'hommage avec l'accueil du cercueil par le Premier ministre Sama Lukonde et 4 autres chefs coutumiers. Le cercueil d'Emery Patrice Lumumba est arrivé dimanche dans le Haut-Katanga, théâtre de son exécution. À l'intérieur, une dent, l'unique relique disponible conservée par l'un de ses meurtriers en guise de trophée. Le corps de l'ex-premier ministre ayant été dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. Pourtant, le souvenir d'Emery Patrice Lumumba reste intact. Lumumba, pour moi, c'est un maître en pensée. C'est quelqu'un qui a apporté l'éveil politique au Congo. Pas seulement pour lutter pour l'indépendance, mais aussi pour la suite. C'est-à-dire, il avait une vision de faire le Congo un pays uni, un pays fort. De l'émotion pour ce retour de la dépouille sur ce lieu des crimes donc. C'est ici que la vie du Premier ministre avait été abrégée en janvier 1961. Tout le temps que nous étions en route, j'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer. C'est le lieu où on a décidé de l'achever. Et de l'achever parce qu'il avait ses idées, mais il n'était pas achevé. Ces gens-là se sont trompés. Ce qu'on peut retenir de Lumumba, c'est que Lumumba était l'héros aujourd'hui. Il est le héros national et puis il nous a enseigné l'unité et puis la cohésion pacifique. La dépouille d'Emery Patrice Lumumba sera inhumée le 30 juin à Kinshasa lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le Soudan accuse l'Éthiopie d'avoir exécuté 7 soldats soudanais et un civil retenu captif. L'armée soudanaise a déclaré que cette action recevra une réponse appropriée. L'Éthiopie a également exhibé publiquement les corps après une exécution. Les accrochages se sont donc intensifiés en 2020 avec la guerre entre le gouvernement fédéral d'Éthiopie et également les autorités régionales du Tigré. L'Éthiopie a exécuté 7 soldats soudanais et un civil fait prisonnier. Les autorités soudanaises qui accusent Addis Abeba promettent de riposter face à ce qu'elles considèrent comme un acte perfide. Les victimes avaient été capturées dans la région frontalière d'Al-Fashaga, dans l'état de Gedaref, pomme de discorde entre le Soudan et l'Éthiopie. Bien que des cultivateurs éthiopiens se soient installés dans la zone depuis des décennies, les troupes soudanaises ne s'y sont déployées qu'après le déclenchement du conflit au Tigri. Les deux pays se disputent ces terres fertiles. Les accrochages entre leurs armées se sont intensifiés depuis 2020 suite au conflit dans la région du Tigré. Cette crise frontalière alimente les tensions entre les deux pays qui, malgré de nombreux cycles de négociations, ne sont jamais encore parvenus à trouver un accord sur le tracé de leurs frontières. Khartoum et Addis Abeba s'opposent en outre depuis plus de 10 ans sur la question du grand barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie. Le procès d'un Égyptien accusé d'avoir tué une étudiante devant son université parce qu'elle refusait ses avances s'est ouvert dimanche 26 juin au nord du pays. L'affaire est particulièrement suivie en Égypte où une vidéo du meurtre de Naira Ashraf le 19 juin a été très partagée en ligne et au-delà. Reportage. Dimanche s'est ouvert en Égypte le procès d'une affaire qui a déclenché une colère généralisée dans le pays et au-delà, le meurtre d'une étudiante par un jeune homme dont elle rejetait les avances. Mohamed Abdel, poursuivi devant le tribunal de Mansoura, à 130 km du Caire, est accusé de meurtre avec préméditation. Selon ses déclarations aujourd'hui, même s'il a modifié certaines d'entre elles,
Elles indiquent l'existence d'une intention criminelle générale et spécifique de tuer. Une intention générale de tuer puisqu'il a agressé la victime et l'intention spécifique, c'est lorsque le but de l'agression est de donner la mort. La prochaine audience est fixée à mardi. S'il est reconnu coupable, Mohamed Abdel risque la peine maximale, la mort, et en la matière, l'Égypte ne fait pas dans la dentelle. Le pays a procédé au 3e plus grand nombre d'exécutions au monde en 2021, selon Amnesty International. Près de 8 millions d'Égyptiens ont été victimes de violences, selon un rapport publié par l'ONU en 2015. Et Moscou continue donc ses attaques sur l'Ukraine ce week-end. La deuxième ville proche de la frontière avec la Russie constate les nouveaux dégâts causés par les bombardements. Elle résiste quand même aux assauts depuis l'invasion du pays, mais les missiles s'abattent toujours sur le centre de la ville. Kiev, la capitale, a été touchée ce dimanche pour la première fois en 3 semaines. Kharkiv constate les nouveaux dégâts causés par les bombardements russes. Cette deuxième ville de l'Ukraine résiste depuis l'invasion du pays par la Russie, mais les missiles s'abattent à nouveau tous les jours sur le centre-ville. Kiev, la capitale, a été touchée ce dimanche pour la première fois en 3 semaines. Le bombardement a eu lieu le jour de l'ouverture du G7 en Allemagne. Un missile a frappé un immeuble résidentiel, faisant, d'après le maire de la ville, 1 mort et plusieurs blessés, dont une fille de 7 ans. Moscou dément l'information et prétend avoir visé un site militaire. Le gouvernement ukrainien réclame à ses alliés plus de sanctions envers Moscou et plus d'armes lourdes, notamment des systèmes antimissiles. Le président Volodymyr Zelensky est l'invité du G7 lundi par visioconférence. Une partie des missiles a été abattue, mais une partie seulement. Nous avons besoin d'une défense aérienne puissante, moderne, totalement efficace, qui nous assure une protection complète contre ces missiles. Nous en parlons avec nos partenaires tous les jours. Samedi, les Russes ont obtenu d'importantes victoires militaires dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils se sont emparés totalement de Severodonetsk et ils sont entrés à Lysychansk, la ville voisine. Selon les séparatistes pro-russes, des combats de rue s'y déroulent. Des manifestations pour le climat en marge du sommet du G7, alors que la guerre en Ukraine occupe une grande partie des discussions des dirigeants des puissances mondiales. Un petit millier de défenseurs du climat a protesté en marge du sommet du G7 en Allemagne. Les manifestants réclament aux puissances mondiales de combattre le réchauffement climatique, de respecter également les engagements pris avec l'accord du Paris signé en 2015 lors de la COP 21. Un petit millier de défenseurs du climat ont protesté en marge du sommet du G7 en Allemagne, encadré par un grand dispositif policier. Alors que la guerre en Ukraine occupe une grande partie des discussions des dirigeants, les manifestants réclament aux puissances mondiales de combattre le réchauffement climatique, comme elles s'y sont engagées. Certains n'y croient plus beaucoup. Au pire, bien sûr, je m'attends à des décisions qui appauvrissent encore plus les pauvres du monde et favorisent encore plus la faim au nom des intérêts, de la croissance économique et ainsi de suite. Nous savons que la croissance économique est précisément contre les intérêts des pauvres et contre l'environnement. Les activistes de l'association Oxfam ont représenté les chefs d'État en tenue bavaroise traditionnelle, en train de faire rôtir la planète. L'ONG demande aux leaders de tenir les promesses prises avec l'accord de Paris signé en 2015. Il prévoit des efforts pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. Aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des engagements pris et les politiques publiques pour les atteindre sont largement insuffisantes. Et c'est tout pour le journal de la mi-journée sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, retrouvez une nouvelle édition à 19h30 avec Olive Biaou. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Que Dieu nous garde.